Bonjour, il y a quelques mois, j'ai lu un très bon roman de Valérie Zenati. C'est Une bouteille dans la mer de Gaza. Alors, j'aimerais faire une vidéo plutôt courte, mais j'aimerais quand même lire deux extraits qui me semblent significatifs de ce roman et j'espère que vous aurez envie de le lire vous aussi après. C'est un roman qui se lit très facilement. J'ai beaucoup apprécié. C'est un roman qui est léger, mais qui s'inscrit dans un conflit réel, donc le conflit israélo-palestinien. Et donc c'est un roman qui fait à peu près 200 pages. Il y a deux protagonistes. Il y a Tal, qui est une lycéenne de 17 ans qui vit à Jérusalem. Elle a une vie d'adolescente normale. Elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire de sa vie. Elle ne sait pas si elle va être pédiatre ou cinéaste. Et puis, il y a un deuxième personnage dont l'identité est cachée. Un jeune Palestinien, mais qui se cache sous le pseudonyme de Gazaman. Et donc ce roman débute lorsque Tal regarde au journal télévisé, prend conscience au journal télévisé qu'il y a eu un attentat terroriste de plus à Jérusalem et que cette fois-ci, une jeune femme est décédée. Et ça la chamboule puisque cette jeune femme est à peine plus âgée qu'elle, mais surtout qu'elle était sur le point de se marier. 3 heures plus tard, elle était supposée se marier. Et donc, euh, elle se dit que la vie est vraiment incertaine et elle ne sait pas quoi faire et que c'est absurde. Euh, donc, elle, euh, elle n'ose pas parler en fait. Elle n'ose pas dire ce qu'elle ressent euh, parce qu'elle a peur d'aborder un sujet qui est tabou, celui de la mort. Euh, dans un pays où tout peut se passer n'importe quand. Elle ne veut pas inquiéter ses proches, ne veut pas inquiéter sa famille, ses amis, son petit ami. Et elle décide de l'écrire, de l'écrire sur du papier. Mais le temps passe et elle n'arrive pas à passer à autre chose. Elle a toujours le visage de cette jeune fille qui lui revient en mémoire et elle ressent le besoin d'écrire à quelqu'un. Et quoi de mieux que de parler avec une ou un inconnu. Donc, elle sait que beaucoup de personnes de son pays, donc en Israël, reprochent tous ces malheurs aux Palestiniens, mais elle se dit, mais c'est absurde de dire les Palestiniens. Enfin, chez nous, comme chez eux, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des gens bons, des gens moins bons, et puis il y a des cons. Et elle n'a pas envie d'entrer elle n'a pas envie d'avoir ce désir de vengeance, elle n'a pas envie euh, de, se, de se laisser guider par la colère. Et elle voudrait en fait comprendre, elle voudrait avoir des réponses à ces questions et elle se dit que si elle souffre, il doit y avoir des personnes de l'autre côté qui souffrent aussi. Elle est d'autant plus sensibilisée à ça que son grand frère, c'est un militaire qui va en Palestine également. Et donc un jour, elle décide de mettre ces feuilles-là qu'elle avait adressées à une personne dans le vide et elle décide de les glisser dans une bouteille et de demander à son frère d'apporter ça en Palestine. Euh, c'est symbolique parce qu'en fait, cette bouteille, ça représente un appel à l'aide. Euh, un appel à l'aide sur beaucoup de choses en fait. Et ce que j'ai aimé dans ce roman en fait, c'est que le contexte
historique, sociopolitique, c'est un prétexte pour écrire cette fiction. C'est ça que j'aime en fait, c'est que ici l'autrice, elle, elle observe le monde qui l'entoure, les bruits, et à travers son imaginaire, elle le reconstruit, elle lui donne une vie. J'imagine qu'elle a fait des recherches pour essayer de comprendre les sentiments et les points de vue, mais c'est vraiment ça qui est bien, c'est que euh, j'ai lu le roman jusqu'au bout et je n'arrive pas à dire si elle est plutôt du côté d'Israël ou si elle est plutôt du côté de la Palestine. Je pense qu'il y a vraiment ce désir de neutralité totale. Donc elle prend des éléments historiques, euh, donc réels et factuels, qu'elle intègre dans son roman et elle construit la trame tout autour. Et c'est vraiment très beau parce que c'est un roman qui se veut épistolaire, donc des échanges, ce qui favorise le point de vue de l'un et l'autre des personnages. Et, euh, et du coup, même si les personnages s'adressent les uns aux autres, en fait, on peut facilement s'identifier aux personnages et avoir l'impression de recevoir ces échanges-là. Donc c'est vraiment un dialogue entre deux, peut-être pas deux pays, mais en tout cas entre deux individus. Euh, et je pense qu'il y a des vérités qui sont dites à travers ce roman-là. Et c'est vraiment très beau, c'est très poignant. Moi, je ne connais pas trop ce conflit, j'ai du mal à m'y retrouver. Mais je pense que l'auteur, son but, c'était de susciter l'empathie, en fait, d'être la voix euh, des personnes qui souffrent. Et en tout cas, moi, j'ai ressenti autant d'empathie pour l'un et l'autre camp. J'ai vraiment vécu l'histoire avec eux. Les, les bruits, les cris, les sanglots, mais aussi la joie, les moments d'espoir. Donc ça vacille, voilà, ça s'oppose constamment. Donc les points de vue des personnages s'opposent, mais aussi voilà, les moments de joie qui basculent en moments de désespoir, enfin l'amertume, l'espérance. C'est... Il est très bien construit ce roman. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu en quelques jours, peut-être une semaine maximum. Euh, Et donc pour illustrer mes propos, j'aimerais juste lire deux extraits. Et je vais commencer avec le point de vue de Tal. Nous sommes le 4 novembre. Cela fait exactement 8 ans que notre Premier ministre, Yitzhak Rabin, a été assassiné. Hier soir, sur la place qui porte désormais son nom à Tel Aviv, il y avait un grand rassemblement comme chaque année. Et comme chaque année, nous y sommes allés, mon père, ma mère et moi. C'est un pèlerinage qu'on ne peut pas manquer, dit mon père. C'est la preuve de notre fidélité à la vision de paix qu'il avait. Aviv Geffen, qui était il y a 10 ans l'idole des jeunes, a chanté, et David Broza aussi. Il a gratté sur sa guitare son éternelle chanson Yiheye Tov. Maman a murmuré. Ça fait 20 ans qu'il reprend cette chanson et qu'il dit que tout ira bien depuis la guerre du Liban. Est-ce qu'il y croit vraiment encore? Le concert et les discours étaient tristes et beaux. Il y a eu 1 minute de silence à l'heure exacte où Rabin a été assassiné. J'avais des frissons. J'ai revu ce fameux ce fameux soir où le ciel s'est abattu sur nos têtes, où la terre s'est dérobée sous nos pieds, où nous nous sommes tous sentis orphelins et perdus. J'avais 9 ans. C'était 2 ans après les accords d'Oslo, après le jour où j'avais vu mes parents pleurer de joie. Entre-temps, tu t'en souviens peut-être, il y avait eu les premiers attentats suicides.
Aujourd'hui, plus personne ne s'étonne que quelqu'un tue en se donnant lui-même la mort, mais à l'époque, tout le monde se posait la question: comment est-ce possible? Comment un homme peut-il sentir son cœur battre, respirer, avoir chaud ou froid, voir la lumière du jour, sentir qu'il est vivant et actionner un mécanisme qui va faire exploser son corps? N'a-t-il pas peur? Et puis, comment peut-il regarder les gens autour de lui, des hommes, des femmes, des enfants, des gens vivants comme lui encore, des gens en bonne santé, qui pensent à leur petite vie quotidienne, à leurs soucis, à leurs amours, à leurs enfants? N'a-t-il pas pitié? Choisit-il ses victimes? Des gens beaux plutôt que laids, des jeunes plutôt que des vieux? Ce sont des questions terribles que je me pose encore, Gazaman, même si 10 ans après le premier attentat suicide, on a décrété que c'était comme ça, que c'était la haine, et puis voilà. Je reviens au 4 novembre 1995. La gauche et les mouvements pour la paix avaient choisi de faire un grand rassemblement pour soutenir Yitzhak Rabin, pour lui dire que, même si une partie des Israéliens était contre lui et le traitait de traître parce qu'il négociait avec les Palestiniens, il y avait une autre partie du pays qui le soutenait, qui voulait une solution, qui souhaitait la paix avec deux États, Israël et la Palestine. Mes parents n'ont jamais raté une manifestation pour la paix. Ils sont même allés manifester le jour de ma naissance pour qu'Israël sorte du Liban, sur cette même place à Tel Aviv. Maman a eu des contractions au milieu d'une chanson de David Broza justement. Ils l'ont transportée d'urgence à l'hôpital et c'est comme ça que je suis née à Tel Aviv alors que tous les membres de ma famille du côté de ma mère sont nés à Jérusalem depuis 4 générations. Et tu es née sous le signe du combat pour la paix, me répète mon père. C'est réconfortant. Alors, tu vois, le 4 novembre, sur cette place qui s'appelait encore la place des rois, on était au premier rang, mes parents, Ethan et moi, tant on était arrivés tôt. Ethan et moi avions fabriqué une pancarte où on avait écrit Rabbin, nous sommes avec toi. On s'était disputé pour écrire sur la pancarte en grosses lettres bleues. Maman avait tranché en disant qu'on écrirait tous les deux. J'avais fait une faute d'orthographe dans Avec toi. Mais on était pressés, on n'avait pas le temps de recommencer. Alors papa avait dit que ce n'était pas grave, qu'une faute d'orthographe c'était touchant. C'était le signe que même les enfants étaient concernés par ce qui se passait dans le pays. D'ailleurs, la télé nous a filmés. Mes grands-parents nous ont vus et ils ont dit que nous étions très télégéniques. La soirée était très gaie. Il y avait nos chanteurs préférés, on était au moins 150 000 personnes. Mes parents rencontraient plein d'amis à eux, c'était la fête. À la fin, sur l'estrade, ils ont tous chanté le chant pour la paix. Même Rabbin a chanté. Je le voyais de près, il était un peu rouge, comme moi lorsque j'allais au tableau, et il chantait faux. J'ai ri, parce que c'est assez drôle de voir un premier ministre chanter, et faux en plus. Mais maman m'a dit que ce n'était pas poli, qu'il faisait comme il pouvait et qu'on ne se moquait pas des gens pleins de bonne volonté. Nous sommes allés dans un café avec des amis de mes parents. Il y avait beaucoup d'enfants qui continuaient à chanter et des plus grands aussi. Je me souviens avoir pensé que j'adorais les manifestations, que ça serait bien s'il pouvait y en avoir une par semaine. Et puis soudain, le patron du café a augmenté le son de la radio. Ça arrive souvent ici, dès qu'il se passe quelque chose de grave. En quelques secondes, tout le monde s'est tu, à part un bébé qui pleurait. Un flash spécial. Un homme a tiré ce soir sur le Premier ministre Yitzhak Rabin, quelques minutes après qu'il est descendu de l'estrade où il avait chanté, avec des dizaines de milliers de personnes rassemblées à Tel Aviv, le chant pour la paix. Il est dans un état critique à l'hôpital Ichilov. Nous retrouvons dans un instant notre envoyé spécial en direct de l'hôpital. Stupeur, silence, des visages abasourdis, la consternation.
Puis les visages de tous les adultes se sont déformés, comme dans un film d'horreur. On aurait dit que leurs joues, leurs fronts, leurs mentons devenaient liquides, et ce liquide lui-même se noyait dans quelque chose d'invisible. Leurs yeux étaient des lacs effrayés, ils se mordaient les doigts en gémissant. Ils ont crié, ils ont hurlé, ils ont éclaté en sanglots, tous, mes parents aussi qui se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Et les enfants, avec un temps de retard, se sont mis à sangloter aussi, sans trop comprendre. Et maintenant, je vais passer à Gazaman. Je suis fatiguée. Fatiguée d'entendre les sirènes des ambulances, les cris de la foule en colère, les manifestations des types cagoulés du Hamas qui appellent à la guerre sainte, les avions et les hélicoptères qui patrouillent au-dessus de nos têtes. Fatiguée d'entendre les radios et les télévisions allumées jours et nuits. On te parle des morts, des blessés, des maisons détruites. On dit que c'est la faute à l'Amérique qui est tellement puissante qu'elle pourrait régler cela si elle le voulait vraiment. On promet vengeance. Ce sont des promesses terribles, une haine terrible. Tu ne peux pas savoir comme la haine me fatigue, comme elle m'épuise, Tal. Moi, j'ai souvent ressenti de la colère. Je me disais, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont nés à Jaffa. Ils y étaient bien, ils y étaient tranquilles. Et puis les Juifs sont arrivés d'Europe et se sont installés. Pourquoi ici? Parce qu'ils y étaient il y a très longtemps, disait-il. C'était leur pays d'origine. Tu connais la suite de l'histoire, mais peut-être pas entièrement. Vous avez eu votre indépendance en 1948. Personne dans la région ne l'a accepté. On vous a fait la guerre. Ma famille a eu peur des combats et a quitté Jaffa. Les armées arabes promettaient de vous chasser très vite, promettaient que le retour serait rapide. C'est beau, les promesses. Le retour n'a jamais eu lieu. Vous avez gagné la guerre et nous sommes restés coincés à Gaza sous le contrôle des Égyptiens. Depuis, ce qui est jour de joie pour vous, la fête de l'indépendance, est un jour de deuil pour nous, la Nekba, la catastrophe. Voilà. Donc, je pense que ce sont de beaux extraits qui montrent le dialogue, qui montrent le point de vue l'un de l'autre, qui permet aux personnages sans doute de mieux se comprendre l'un et l'autre et qui permettent aussi d'extérioriser toute cette souffrance-là. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que il y a une histoire d'amour qui, qui n'est pas encore, qui est naissante en fait, à travers ces échanges-là, à travers cette ouverture, à travers le pas qui est fait l'un vers l'autre et l'espoir de réconciliation et de paix. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que cela vous a donné envie d'en savoir plus, de le lire par vous-même, de prendre le temps en fait. Il n'y a rien qui presse. Il fait cette épaisseur-là, mais il se lit vraiment très très facilement et c'est vraiment un très beau livre. Je vous le conseille. À bientôt!